Ok, super. Bon bah écoutez, on est hyper contente d'être là pour discuter avec vous. Donc le principe, maintenant vous devez le connaître, de ce festival, c'est vraiment au maximum de pouvoir répondre à vos questions, de vous expliquer comment on travaille, mais à travers les questions que vous allez nous poser, voire questions ou remarques, critiques, réflexions, suggestions. C'est vraiment l'idée d'une rencontre entre vous et nous. Et donc je vais simplement me présenter hyper rapidement. Je m'appelle Jade Lingard, donc je suis journaliste à Mediapart depuis le début de Mediapart, donc depuis 2008. Et sur l'écologie, donc depuis quasiment aussi le début de Mediapart, en tout cas depuis 2009. À peu près, beaucoup sur le climat, et désormais, puisque j'ai le bonheur immense d'avoir été rejointe par d'autres collègues, ce qui permet de partager un peu de la charge mentale de ce sujet, je suis donc désormais au travail au pôle écologie de Mediapart avec Michael Correa, qui va se présenter, et Amélie Poinceau, qui va se présenter également. On a réparti les thématiques entre nous, ça on pourra en discuter avec vous si vous le souhaitez après. Pour ma part, donc après avoir travaillé sur le climat pendant plusieurs années, désormais je travaille essentiellement sur les pollutions et sur ce que j'appelle l'écologie urbaine, c'est-à-dire beaucoup les questions d'aménagement urbain, de Grand Paris, de Jeux Olympiques, etc. Et peut-être un dernier petit mot pour vous dire qu'on a choisi d'intituler cette rencontre informée pour résister au désastre. Alors, ça peut avoir un air un peu solennel, un peu pompeux, voilà, on s'excuse, mais ce qu'on voulait dire, c'est qu'on est comme plein d'autres journalistes et sans doute chercheurs, et en tout cas personnes qui travaillent sur les questions d'écologie. On est vraiment dans cette tension en permanence entre faire le travail le plus juste, le plus correct possible, le plus véridique possible, de description du réel, et en même temps dans l'exigence aussi de faire en sorte que toutes les enquêtes qu'on peut publier, les reportages, les entretiens, viennent vraiment secouer l'inertie d'une société, deux sociétés, de nos lecteurs en tout cas, déjà, nos lecteurs et nos lectrices, de secouer leur inertie et de faire bien comprendre quelque chose, il me semble, qui est devenu plus évident pour un plus grand nombre de personnes cet été, que quand on parle de changement climatique, d'anthropocène, d'écocide, de destruction du vivant, d'injustice environnementale, d'inégalité de santé face aux pollutions, etc., etc., on n'est pas que dans un discours, on est dans la description d'une réalité. Et c'est vrai que sur l'écologie, souvent, comme sans doute sur d'autres thèmes également, mais sur l'écologie en particulier, il y a vraiment eu cette difficulté, moi je trouve, pendant des années, à faire passer le fait que ce dont on parlait n'était pas simplement une vision du monde, pas simplement un regard idéologique ou intellectualisé sur le réel, mais que c'était vraiment, vraiment une description de choses en train de se passer. Et ce qui fait que, voilà, il me semble qu'aujourd'hui, septembre 2022, c'est un moment qui est hyper intéressant quand on est journaliste sur l'écologie, parce qu'on sent bien en fait qu'on a gagné des oreilles, une attention supplémentaire, qu'il y a plus de personnes potentiellement qui peuvent écouter ce qu'on essaye de raconter. Donc ça c'est hyper intéressant. Et en même temps, évidemment, ça va avec le corollaire de beaucoup plus de personnes qui interviennent sur les questions d'écologie dans l'espace public, ce qui est évidemment très bien d'un point de vue démocratique, mais qui soulève aussi toute une série de difficultés sur les fake news, les approximations, le storytelling, le contre-storytelling. Donc on voit bien en fait que la bataille sur comment est-ce qu'on fait du journalisme sur l'écologie dans l'espace public, elle s'est complexifiée. À la fois, il y a des choses qui sont plus faciles, et à la fois des choses plus difficiles. Donc voilà, c'est un peu l'idée, informer pour résister au désastre. Donc c'est vraiment en tout cas les deux jambes sur lesquelles on essaie de marcher au pôle écologie de Mediapart. Et je passe la parole tout de suite à Michael Correa. Bonjour à tous et à toutes, donc, je suis Michael Correa, je suis journaliste climat depuis un an et demi maintenant.
Ça me paraît longtemps. Moi, je travaille vraiment sur la question climatique avec, on va dire, c'est un peu ce que j'ai disais, avec un premier postulat quand même, qu'il y a quand même une espèce de bataille culturelle qui a été gagnée sur le fait qu'aujourd'hui, le réchauffement planétaire, c'est vraiment un fait scientifique établi. On n'est plus du tout de l'ordre de l'opinion. Hein. Le premier rapport du GIEC, c'est quand même 1990, ça commence déjà à faire plus de 30 ans, donc il y a vraiment cette question-là du réchauffement planétaire qu'on va dire, qui est actée. Mais pour revenir sur le travail, ce que je fais, bon, moi je travaille vraiment, on va dire, sur les blocages institutionnels. En fait, qu'est-ce qui se passe au sein des sphères étatiques, au sein de l'institution, au sein des cercles de pouvoir, au sein de la Macronie aussi, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour, qui fait que voilà, c'est quoi les freins, quoi. C'est quoi les freins à cette transition énergétique, même si on pourra, une transition écologique, même si on pourra en parler. Moi je ne crois pas trop à la transition, je pense qu'on est arrivé à un moment où il nous faut vraiment aujourd'hui une rupture radicale, on n'a plus le temps de transitionner. Bref, essayer de travailler vraiment où sont ces freins au sein des cercles de pouvoir, et puis aussi au sein de, je vais sortir les gros mots aussi, moi j'appelle ça le capitalisme fossile, enfin toute cette espèce de sphère, on va dire industrielle, donc c'est à la fois des grandes entreprises, à la fois aussi le secteur bancaire, comment aussi au sein de ces sphères-là on a des blocages. Alors ça s'incarne dans le sujet, enfin il y a une marotte, je pense, pour ceux qui nous lisent, qui ont compris depuis un bout de temps, une de mes grosses marottes, c'est Total, puisque je pense que ça incarne vraiment bien ces histoires-là, du capitalisme fossile, mais aussi de liens avec l'État aussi qui va appuyer ce secteur-là. Et voilà, ça c'est un peu pour identifier les différents espaces de travail. Peut-être pour parler un peu aussi format, pour un peu aussi lancer la discussion sur comment on travaille. Nous, on a à peu près 3-4 gros formats sur lesquels on travaille. Bon, il y a l'enquête, c'est vraiment l'étiquette d'identité de Mediapart, donc on essaye de faire régulièrement des enquêtes. Il y a aussi l'actu, il ne faut pas oublier que Mediapart, c'est aussi un journal d'actu. On a essayé vraiment de rebondir, même si on n'est que 3, avec une toute petite équipe. On fait ce qu'on peut sur l'histoire d'actu. Et là, on pourra en parler aussi, il y a tout un grand agenda aujourd'hui avec le nouveau quinquennat, de grands projets de loi sur les énergies renouvelables, notamment qui vont être déployés là dans les semaines qui viennent. Donc enquête, actu, on essaie aussi de faire des grands entretiens intellectuels, essayer de creuser encore une fois qu'est-ce que ça veut dire la transition, qu'est-ce que ça veut dire la sobriété, qui est un nouveau mot aujourd'hui, qui a été aussi réapproprié par le pouvoir exécutif, mais essayer un peu de prendre d'autres itinéraires que dans lesquels nous sommes aujourd'hui le gouvernement. Et donc enquête, c'est bon, enquête, entretien et reportage. Ouais. Bon, ça, j'en fais pas assez. On essaye quand même de faire beaucoup de terrain. Le reportage, au fait, bon, il est extrêmement divers. Je pense que tu pourras aussi en parler peut-être plus, Amélie, mais il est extrêmement divers. Moi, pour l'instant, ce que j'ai essayé de faire, c'est de couvrir aussi les différentes mobilisations, les soulèvements de la terre, par exemple, les grèves pour le climat, essayer de vraiment donner voix à ces nouvelles voix, à ces nouvelles personnes, notamment à tout un mouvement de jeunesse qui, je pense, est assez intéressant, qui est en train de se mobiliser actuellement. Voilà. Donc moi, je travaille sur les questions agricoles depuis maintenant 3 ans. Et c'est parti d'un constat, en fait, partagé avec Jade et d'autres personnes à l'époque, sur le fait que l'agriculture était un peu le parent pauvre, enfin était même le parent très pauvre de la presse généraliste et de la presse parisienne en particulier. Et les questions agricoles sont très peu traitées, et en tout cas jamais, en tout cas bon, c'est en train de changer, mais à l'époque où on a essayé d'imaginer ce poste, c'était pas du tout perçu avec une approche écologique. Et il nous a semblé, bon, l'agriculture c'est quand même 19% des émissions de gaz à effet de serre, c'est un secteur qui a un poids énorme dans le changement climatique, qui a aussi un poids énorme dans l'effondrement de la biodiversité par l'usage massif des pesticides et autres produits chimiques. Donc l'agriculture, en tout cas, est un secteur majeur quand on parle d'écologie. Et voilà, on trouvait que c'était important de traiter, de s'en emparer à Mediapart et donc de considérer l'agriculture comme voilà, un secteur majeur de tous ces changements en cours. Et par ailleurs, c'est aussi un secteur qui apparaît assez peu dans le discours des politiques. Enfin, on l'a vu notamment pendant les campagnes électorales l'année dernière. Bon, ça parlait vraiment pas d'agriculture. Or, pour reprendre un petit peu ce que disait Mika, c'est aussi un secteur qui est à l'aube d'une... Enfin, on pourrait espérer une transition, ou en tout cas un passage à des pratiques beaucoup plus écologiques, ce qu'on appelle l'agroécologie.
Et donc moi, l'un de mes axes de travail, c'est essayer d'identifier aussi les blocages, les freins, pourquoi il n'y a pas plus d'agriculture vertueuse, respectueuse des écosystèmes, pourquoi on utilise toujours massivement en France, et la France bat le record européen en matière d'utilisation des pesticides. Donc c'est un axe important de travail à travers des enquêtes. Alors moi j'ai mes petites marottes, c'est la FNSEA, gros lobby agricole. L'autre marotte c'est la PAC, alors ça c'est plus au niveau très macro pour le coup, parce que c'est la politique agricole commune, donc ça se passe au niveau européen. Mais on essaye aussi d'enquêter sur les lobbies au Parlement européen, sur comment la PAC et la nouvelle PAC, celle qui va nous gouverner pendant les 5 prochaines années, a été élaborée. Pourquoi ça n'est toujours pas une PAC à la hauteur du changement climatique. Donc ça, j'ai pas mal travaillé là-dessus, c'est un peu aride, je le concède, mais c'est en même temps nos impôts, c'est le plus gros budget d'argent public européen, donc c'est un sujet aussi très, très important. Et puis, dans mes autres marottes récentes, c'est la SAFER. Alors là, c'est peut-être plus confidentiel comme sujet, mais c'est aussi des blocages hyper importants. Et là, ça se joue plutôt à des niveaux locaux, donc au niveau des collectivités locales, des municipalités. C'est comment les terres agricoles sont attribuées, sont transmises ou justement pas transmises à des projets qui pourraient être plus vertueux. Donc je fais des enquêtes sur ces sujets-là, des petites enquêtes, donc au niveau micro. Et puis après, il y a tout le travail, effectivement, de reportage sur le terrain, d'aller rencontrer des gens qui justement essayent de mettre en œuvre des alternatives. Voilà, donc c'est assez vaste comme palette et on ne s'ennuie pas, il y a du boulot. Donc on peut peut-être ouvrir les questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à la fois sur le type de sujet qu'on traite, les choix qu'on fait, parce que comme vous l'avez vu, on n'est que 3 au pôle écologie de Mediapart, donc on est obligé de faire des choix aussi de traitement, de type de sujet, ce qui nous oblige parfois à faire des impasses aussi, malheureusement. Merci pour votre travail déjà. Moi j'avais une question sur le journalisme de solution. Pour vous, c'est quoi la place du journalisme de solution dans la couverture du changement climatique et des questions de biodiversité à Mediapart? Comment vous traitez ça? Est-ce que vous vous posez la question? Et est-ce que pour vous c'est en fait un angle qui est vraiment important pour le traitement de ces questions? On n'aime pas forcément trop ce terme de journalisme de solution. Après, nous, ce qu'on présente beaucoup, c'est des alternatives, des pistes, à travers justement des reportages. Alors pour ce qui me concerne, c'est rencontrer des collectifs ou des jeunes qui s'installent, des gens qui sont en bio ou pas forcément avec le label, mais qui font des pratiques respectueuses des écosystèmes. Voilà. Donc là, cet été, par exemple, j'ai fait toute une série intitulée La vie des sols, où j'ai rencontré notamment quelqu'un qui faisait du maraîchage sur sol vivant. Donc voilà, c'est raconter ces pratiques-là, ces techniques-là, qui sont souvent à une petite échelle, mais qui, on pense, peuvent inspirer, donner des idées. Et c'est beaucoup à travers le reportage et puis à travers les entretiens qui apportent de la matière à réflexion. Oui, pareil, je ne suis pas forcément fan de ce terme-là. C'est un questionnement qu'on a en rédaction à Mediapart aussi régulièrement, mais moi je le traite assez peu, ou en tout cas encore une fois à l'amende. Je pense un des 2 exemples que j'ai fait, bon ça se traite, c'est vrai que le reportage c'est un bon format pour traiter de ça. Un des reportages que j'ai fait et qui n'a pas du tout marché malheureusement, c'était en fait il y a un territoire je trouve qui est vraiment pas très intéressant, qui est Grande-Synthe dans le Nord, qui est une ville extrêmement populaire, avec une grande part de personnes ici aussi qui sont issues d'immigration, qui est en face du bord de mer, de la mer du Nord, donc qui est menacée par la montée des eaux, et qui est pris en étau entre la centrale nucléaire de Gravelines et ArcelorMittal, qui est voilà, un grand complexe sidérurgique, où il y a plus de la moitié de la population qui travaille. Et je trouve que c'était vraiment un territoire intéressant pour travailler encore une fois, c'est quoi la question de la transition, ou d'imaginer plutôt, c'est un terme que je préfère à mon post-croissance, et c'est vraiment ce que fait la municipalité, des travailleurs associatifs sur place. Et voilà, il y a eu un reportage là-dessus pour vraiment voir comment des populations précaires, qui plus est immigrées, travaillent cette question-là. Et la grande question qu'ils travaillent, c'est la question de l'autonomie alimentaire notamment. Voilà, comment ils essaient d'imaginer un autre territoire et surtout un autre imaginaire aussi, pas forcément lié à la question du
salariat et du travail, et pas forcément lié à la croissance économique. Une autre chose qu'on a un peu travaillé, peut-être que tu pourras aussi compléter, c'est la question aussi de, on va dire, la bifurcation, de comment on déserte aussi son travail. Ça, c'est quand même dans les médias depuis quelques temps, depuis quelques mois. Moi, j'essaie de travailler un peu aussi comment dans les... Enfin, c'est quelque chose que l'écologie a très peu travaillé, mais comment au sein du lieu de travail, comment les salariés aussi s'accaparent cette question-là. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une série un peu de reportages, de questionnements aussi sur, notamment le Covid, pendant la pandémie, ça s'y prêtait beaucoup. Comment, par exemple, des salariés de l'aéronautique, notamment à Toulouse, qui travaillent pour Airbus, Safran, etc., c'était vraiment rendu compte que leur travail n'avait pas d'utilité sociale durant cette période-là, et qui plus est en temps de crise climatique, et qui s'attelle vraiment, c'est un collectif qui s'appelle ICAR, pour ceux que ça intéresse, et qui sont aussi... qui ont un blog dans le club de Mediapart, voilà, qui sont vraiment attelés à dire nous on a plein de savoir-faire en ingénierie notamment, et on peut les utiliser pour pas forcément faire des turbines d'avion ou des ailes d'avion, mais aussi construire des autobus, des éoliennes ou des choses comme ça. Et il y a aussi déjà un ou deux papiers sur des salariés d'une raffinerie de Total dans 77, pas très loin d'ici, à Grand-Puy, qui pareil se sont un peu attelés pendant un temps de grève contre un plan de licenciement de Total qui était un peu enrobé avec un plan de transition vert de Total. Ils ont très bien déconstruit ce bullshit-là. Et ce temps de la grève a permis aussi à ces ouvriers de se pencher sur la question de qu'est-ce qu'on fait de cet outil de travail qu'est une raffinerie et comment on peut la reconvertir. Alors eux pensaient par exemple au fait que voilà, ils sont dans un territoire rural où les maisons sont très mal isolées, comment reconvertir cette raffinerie pour faire par exemple des matériaux isolants pour isoler, pour faire de la rénovation énergétique. C'est un peu par ces bouts-là qu'on essaye de travailler ce type de journalisme-là de solution. D'abord, merci également pour votre travail. Moi, il y a un truc, vous disiez tout à l'heure que, ça y est, le consensus autour du réchauffement climatique, il est assez acté, ça je suis plutôt d'accord. On fait face, cela dit, à un autre problème, c'est il y a des arguments extrêmement simplistes de greenwashing qui inondent maintenant les plateaux. On dit qu'on peut compenser son vol en avion en versant 15 € pour aller planter des arbres et tout ça. Ça, c'est des arguments assez simples et efficaces à éviter sur des plateaux de télé. Comment on fait pour les contrer? Comment on fait pour informer les gens là-dessus? Parce que c'est infiniment plus compliqué de devoir déconstruire des arguments comme ça que de les énoncer simplement, en fait. Oui, bien sûr. Ça fait partie de la complexification de l'espace public sur l'écologie, c'est-à-dire que c'est que plus en fait cette question est reconnue comme crédible et réaliste par un grand nombre de personnes, plus évidemment la réalité qu'elle dévoile est contrée. Donc il y a l'exemple que vous donnez, mais en fait il y a plein d'exemples de contre-vérités qui sont portés soit dans une intention de lobbying, typiquement, je sais pas, des startups de compensation, comme il y en a plein qui se développent aujourd'hui. Il y a toute une économie assez opportuniste qui est en train de se développer autour du conseil à l'efficacité énergétique, du conseil sur l'installation, j'en sais rien, de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments. Enfin, voilà. Donc il y a tous ces acteurs-là qui sont en train d'émerger. Qu'est-ce que nous, en tant que journalistes à Mediapart, on peut faire par rapport à ça? C'est des enquêtes. Mais des petites enquêtes, des enquêtes un peu flash, quoi, un peu en réaction. Et ce que je veux dire, c'est que on reçoit, en fait, peut-être qu'on pourrait vous dire ça aussi, en fait, on reçoit beaucoup d'informations à Mediapart. Il y a les informations que nous, on obtient par nos réseaux de sources. Il y a aussi tout ce qui nous arrive à Mediapart, soit par mail, beaucoup par mail, soit directement à nous, soit à Mediapart en tant que journal, ou à d'autres services, et on se répartit, on s'envoie les uns les unes et les autres. Et en fait, pour nous, c'est hyper important parce que ça nous permet aussi de trouver parfois le petit exemple qui en soi n'est pas un immense scandale, mais qui permet de faire la pédagogie d'une problématique. Parce qu'évidemment, comme disaient à l'instant Amélie et Mika, le problème il est systémique.
Donc nous, notre analyse, elle est vraiment systémique. Mais on ne fait pas des articles avec juste des analyses systémiques. Donc parfois, on fait des entretiens, on fait des partis pris, on fait des articles un peu plus froids, qui sont des analyses un peu qu'on essaie de faire pédagogiques, pour expliquer à quel point, justement, c'est tout un système d'économie, de production de valeur qu'il faut complètement retourner, que c'est important de parler, que c'est fondamental de parler de sobriété, parce que c'est partir des usages et des besoins et pas partir de l'offre, enfin, tous ces trucs-là. Mais en fait, si vous faites que ça, si nos articles n'étaient que cela, ce serait vraiment chiant. Et donc, c'est pour ça que un peu la démarche, c'est ça, c'est essayer de trouver l'exemple, parfois hyper local, parfois une société ou une association qui n'est pas connue, mais à travers laquelle on peut raconter tel abus de langage, ou là, par exemple, si je prends l'article que je viens de publier tout à l'heure, vous avez sans doute pas eu le temps de voir, ça porte sur une association d'industriels qui s'est constituée suite à l'accident de la ZF à Toulouse en 2001. Donc, c'est une association d'industriels qui s'appelle l'ICSI, l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, et qui en fait a raflé, entre guillemets, toute une série d'activités auprès de la métropole de Rouen sur l'information du grand public concernant le risque industriel. Donc, ils ont participé à une étude d'opinion à Rouen, ils font de la formation auprès des élus, ils participent à la préparation d'une conférence riveraine, comme on dit, etc., etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant comme exemple, parce qu'il n'y a rien d'illégal, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est pas strictement parler un conflit d'intérêts, puisque Lubrizol ne fait pas partie de cette association. En revanche, on est vraiment dans un mélange des genres qui est problématique, parce que quand on sait à quel point les conditions de travail dans les usines Céveso, dans les usines polluantes sont éprouvantes pour les personnes qui y travaillent, les mettent en situation à créer plein de maladies professionnelles, et par ailleurs font l'objet de conflits parfois hyper durs au sein des entreprises, entre employeurs et employés. Le fait que ce soit les employeurs qui expliquent à tout le monde voilà comment il faut faire sur les risques industriels, ça interroge beaucoup en fait sur la sincérité de l'information qui va être donnée. Donc, ça, typiquement, c'est une association qui n'est pas connue, mais il m'a semblé qu'à la veille des 3 ans de Lubrizol, c'était une manière, s'intéresser à cette structure, c'était une manière d'essayer de raconter le moment dans lequel on est face aux industries, notamment polluantes, et qui est un moment, en gros, où il y a très peu, en fait, d'exigences politiques qui est portée vis-à-vis de ces industries, et donc ça pose toute une série de problèmes, et il y a tout un dispositif qui se met en place, un peu d'acceptation sociale de la pollution, et qu'on a vu à l'œuvre dans le nucléaire. Donc on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup sur le nucléaire à Mediapart, notamment pour cette raison, toute cette question de comment ça se fait qu'une société, à un moment, s'habitue à ce point à avoir à côté de chez elle, à côté de grandes villes, et aussi présent à avoir un territoire maillé à ce point de structures dangereuses et polluantes. Donc ça, c'est une manière, par exemple, pour nous. Et donc ce truc, c'est aller-retour entre exemple local, exemple spécifique et problématique plus grande. Mais comme disait Mika à l'instant, ça marche pas toujours. C'est-à-dire que nous, en fait, on lance un peu des filets. En tout cas, c'est une métaphore que j'utilise souvent. J'ai souvent l'impression de faire ça. C'est-à-dire lancer un peu des grands filets sur tiens, là, on va ramasser, avec cet angle-là, on peut ramasser toute cette série de problématiques. Puis parfois, c'est des articles qui font un peu plouf. Après, c'est pas grave, ils existent, ils peuvent avoir leur vie après. Mais c'est pas forcément évident de capter quelle est l'approche qui va intéresser le plus de personnes. Parce que c'est aussi, si on est honnête, c'est aussi une de nos exigences en fait. C'est trouver les récits qui vont intéresser les gens pour faire passer le plus possible ces idées. Et donc ça, il y a des moments qui arrivent et des moments c'est beaucoup moins réussi. Petit point pour compléter sur le greenwashing, on s'efforce aussi, on a fait des choix de vocabulaire, et on s'efforce de vraiment pas tomber dans l'écueil de la com des entreprises et des institutions et des politiques. Donc on s'est mis aussi d'accord entre nous. D'abord entre nous trois, on avait chacun un peu nos manières d'aborder les choses, mais avec effectivement cette approche critique. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, individuellement, on avait fait des choix, mais qu'en fait, il suffisait juste de les mettre en commun, on était assez raccord là-dessus. Et donc il y a des termes qu'on évite, et il y a des termes qu'on privilégie. Pour vous donner 2-3 exemples,
on évite de parler de gaz vert ou de gaz naturel, on parle plutôt de gaz ou de gaz fossile. On évite de parler de biocarburant, on parle d'agrocarburant, parce que le biocarburant, ça n'a rien de biologique, ce sont des cultures en fait. Il y a d'autres choix. Par exemple, un des sujets du moment, les bassines, les méga-bassines, voilà, la FNSEA où le ministère va parler de retenues d'eau. En fait, ce sont des retenues qui pompent dans les nappes phréatiques. Donc si on parle juste de retenues, voilà, on pense à un lac, on pense à quelque chose éventuellement presque de naturel. En fait, il y a un vrai impact écologique là aussi. Donc moi, j'emploie systématiquement le terme méga-bassine, puisque par ailleurs, c'est aussi des installations de grande superficie. Donc il y a ces choix de vocabulaire qu'on a fait et qu'on a partagé aussi en interne. Parce que par ailleurs, là, on vous présente le pôle écologie, mais l'écologie apparaît aussi de plus en plus dans toutes les rubriques du journal. Et donc il y a des collègues qui ne sont pas forcément aussi familiers que nous de ces thématiques, mais qui s'appuient aussi sur certaines propositions qu'on a faites en ce sens. Voilà, mais en tout cas, quand les entreprises nous proposent des jolis mots bien enrobés, etc., en général, on a une approche assez critique et on essaie d'avoir une description la plus fidèle à la réalité possible. Juste un dernier mot, c'est une bonne question ce que tu posais, parce que c'est notre travail vraiment, qu'est-ce qu'on fait face à ces nouveaux mots, tu parles de compensation carbone, il y a la neutralité carbone d'ici 2050 aussi, qui est pour nous vraiment une nouvelle pratique de greenwashing, de procrastination climatique. Et puis il y a toute la question qu'on est en train de vraiment se faire en ce moment, c'est la question des disparités climatiques. Il y a quand même tout un discours que même les milieux écolos ont porté, qui est quand même là depuis une trentaine d'années sur la question des responsabilités individuelles. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un discours qui est aussi porté par le gouvernement, toute la loi climat, tout le discours aujourd'hui sur la sobriété, il faut que chacun baisse un peu sa clim, ou que chacun baisse son thermostat à 19 degrés. On savait entre parenthèses qu'il y a 10 millions de pauvres en France et 12 millions de précaires énergétiques, mais on a aussi tout un travail pour montrer ces disparités climatiques qui sont quand même gigantesques. On est en train de... Plus on creuse, plus on voit qu'il y a vraiment un gros problème là-dedans. Alors, pas seulement d'un point de vue des individus, on va dire pour faire simple, le travail versus le plus pauvre, mais aussi qu'il y a tout un discours aussi trompeur de la part des grandes entreprises. Des dernières enquêtes là qu'on a publiées sur Badjet, la plus grande entreprise de jet privé en France, qui est censée compenser ses émissions de carbone. Il a suffi de gratter un peu, en tout cas moi j'ai pas beaucoup gratté, pour voir le fait qu'elle ne compensait pas, qu'au pire elle ne compensait même pas, elle était même en train de mettre en place des pratiques pour passer sous les radars justement de cette compensation carbone. En fait, on découvre aussi un champ en même temps qu'on est en train d'enquêter. Il y a ces mots-là qui apparaissent dans le débat public, et on essaye, nous, un peu de faire ce travail de journalisme-là, mais sinon même d'éducation populaire, pour essayer d'armer un peu les gens, pour dire, voilà, qu'il y a une espèce de red flag qui soit là dès qu'on entend ces mots-là de neutralité carbone, compensation carbone, responsabilité individuelle, etc. Depuis que le président Macron s'est accaparé du terme de sobriété, ceci est vécu par beaucoup de gens comme une contrainte difficile et autoritaire, alors qu'en réalité, la sobriété, à l'instar de ce que prônait Pierre Rabhi, peut être une sobriété heureuse et très intéressante. Qu'en pensez-vous ? Bon, il faut que vous sachiez que nous avons un désaccord sur Pierre Rabhi. Mais c'est pas forcément le sujet de la discussion maintenant. Enfin, pourquoi pas, on peut dire en deux mots. C'est toute la question de la part, en fait, d'importance qu'on accorde à l'échelon individuel. Et moi, je considère que c'est une échelle importante. Complètement insuffisante, évidemment. C'est complètement insuffisant, puisque si le problème est systémique, la riposte au dysfonctionnement doit évidemment être systémique, elle aussi, donc à grande échelle. Pour autant, moi, je suis, voilà, à titre personnel, je pense que l'échelle individuelle est très importante pour plein de raisons, et notamment parce que, en fait, ça c'est quand même un des enseignements du féminisme, le politique est aussi, notre intimité est aussi politique. Et que donc, on ne peut pas tracer, en fait, une frontière si nette entre ce qui est de l'ordre de l'individuel et ce qui est de l'ordre du collectif.
Mais c'est une discussion, je trouve, passionnante politiquement. Et sur la sobriété, moi je suis, encore une fois, à titre personnel, complètement d'accord avec ce que dit monsieur. Et pour le coup, je pense qu'il serait vraiment très dommage d'abandonner une notion sobriété qui est si importante au prétexte qu'elle est mal utilisée par notre président. Donc moi je pense plutôt, nous c'est un petit peu ce qu'on a commencé à faire, on n'est pas les seuls du tout journalistes à faire ça et on va continuer. Moi je serais plutôt du parti de dire, voilà, déployons le mot sobriété, c'est-à-dire si on prend au sérieux, ça veut dire quoi la sobriété? Voilà, et je répète un peu ce que je disais au début, mais pour moi c'est déjà ça, c'est renverser en fait complètement l'approche de l'économie et de ce qui produit la valeur. C'est partir de quoi avons-nous besoin, quels sont les usages vraiment essentiels, et essentiels pas simplement au sens on ne peut que subvenir à ses besoins et rien d'autre. Non, ça moi je trouve que l'expression sobriété heureuse de Pierre Rabhi était très juste. C'est aussi, si on démarchandise un peu nos espaces de vie, c'est tout de suite plus de solidarité, plus d'entraide, plus de convivialité. Donc c'est aussi un temps de travail organisé complètement différemment. C'est la raison pour laquelle il me semble que quand on réfléchit à la question de la sobriété, très vite on arrive à la question de la réduction du temps de travail. Et que ça, par exemple, c'est une approche qui permet de poser la question du travail, qui est quand même hyper importante au moment où on se demande comment changer notre modèle économique, partant du principe que, puisque le découplage entre PIB et émissions de CO2 ne s'est pas fait, donc production, produit intérieur brut, donc production économique, valeur économique produite, et émissions de gaz à effet de serre ne s'est pas produit dans nos économies contemporaines, si on veut réduire les émissions de CO2, ce qui est l'engagement que tous nos gouvernements ont pris lors de l'accord de Paris en 2015 sur le climat, et plus généralement ce qui est souhaitable en fait pour le devenir de toutes et tous, forcément il faut se poser un moment la question de la décroissance d'une manière ou d'une autre. Ça, journalistiquement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça, c'est des discussions que nous, on a tout le temps, entre nous, largement avec l'équipe, qui est en dehors de Mediapart. Et après, le travail, ça va être comment est-ce qu'on transmet un peu de ces réflexions, interrogations, désaccords dans le journal, et pour en faire un journal vivant. C'est-à-dire que, si vous voulez, un des écueils, en fait, qu'on essaye d'éviter, ce serait que d'abord, que dans Mediapart, on ne trouve que les sujets qu'on attend y trouver. Il faut qu'on puisse continuer en tant que journal à surprendre, peut-être à choquer à des moments, mais sans choquer pour choquer, mais vous voyez, un peu déranger des représentations. Ça, c'est hyper important pour être un journal vivant. Et ça veut dire que parfois aussi, on va faire des erreurs. Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait pendant des années des articles sur la transition écologique, la transition énergétique. Puis aujourd'hui, je trouve que ce mot est hyper problématique et au contraire participe d'une forme de déni. De la gravité de la situation et de déni de l'ampleur des changements à apporter. Bon, voilà, je vous dis, sur 10 ans, on pourrait dire, dis donc, Mediapart, ils sont vachement contredits sur la transition. Et en même temps, je me dis, c'est aussi une manière d'être dans la société et d'être un peu une caisse de résonance de ce qui peut agiter les lectrices, les lecteurs, et puis vous intéressez vous. Et aussi, ça veut dire qu'on essaye d'être le moins possible dans une position surplombante de venez, on va vous expliquer ce qui se passe, quoi. Parce qu'en fait, on n'en sait pas beaucoup plus que vous, si ce n'est qu'à des moments, on a des informations. Et on cherche, et on vérifie les informations sur des cas particuliers, comme vous disiez tout à l'heure, que ce soit de greenwashing ou tout ce qu'on a dit sur les reportages, etc. Donc nous, c'est ça qu'on a, peut-être en plus que la plupart de nos lectrices et lecteurs, mais c'est rien de plus. Donc c'est vachement important pour nous aussi d'être c'est même essentiel, je trouve, déontologiquement, comme journaliste, de jamais être dans la position de celui qui va tout expliquer. Par contre, c'est notre exigence de devoir être au maximum à l'écoute de tout ce qui se passe, de façon à pouvoir à chaque fois rendre un peu plus subtil, un peu plus complexe notre vision des choses. Donc moi j'ai dit ce que j'ai dit, ce que je vous ai dit sur la sobriété, c'est ce que je porte au sein du journal.
J'en ai déjà fait des articles, je le dis en conférence de rédaction. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi au sein de la rédaction sur ce sujet. Et je trouve que c'est hyper... tant qu'on se parle courtoisement, ce qui est le cas en général, c'est important en fait. Parce que, encore une fois, il ne faut pas qu'on soit un monolithe, il ne faut pas qu'on soit... On n'est pas un parti politique. Il faut qu'on reste absolument pluriel quoi, dans ce qu'on raconte. Y compris les désaccords sur Rabi ou autre. Non, pour ajouter, moi je suis carrément d'accord avec Jade. À part sur cette histoire de responsabilité, on n'est pas forcément d'accord, mais effectivement, c'est aussi la défense. C'est plutôt un signe de vitalité démocratique dans un journal qu'on soit pas tous d'accord, mais plutôt qu'on soit sur un monolithe de la pensée. Moi j'y crois moins parce qu'à part quelques leviers, je pense notamment la consommation de viande, je pense que c'est un levier qui est vraiment extrêmement puissant. Et je trouve qu'on est beaucoup trop englué dans les questions d'organisation sociale. Et peut-être juste d'un point de vue politique, je trouve que des fois ça joue sur des leviers de culpabilité, mais ça c'est un vaste débat, on peut en parler encore des heures. Et oui, sur la sobriété, je pense qu'il y a un piège aujourd'hui sur lequel le pouvoir est en train de nous mener, c'est qu'ils ne s'entendent pas de parler de sobriété d'un point de vue général, parce que c'est une notion politique qui est très vieille, au fait, qui a été travaillée déjà par les mouvements, par les grands penseurs de l'écologie politique. Sinon même, j'ai l'impression, même les libertaires au début du XXe siècle travaillaient déjà cette question-là de la sobriété, mais on nous emmène quand même plutôt sur un débat autour de la sobriété énergétique, voire même, j'ai l'impression, de la sobriété électrique. C'est un peu le même piège sur la question de la transition énergétique, où Macron a très bien pu déporter le débat sur la question de la production d'électricité, et non pas sur un grand débat autour de l'énergie. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui. Ça masque aussi certains autres leviers de sobriété. Il faut rappeler quand même les transports, c'est quasiment 30% de nos émissions globales de gaz à effet de serre en France, et c'est pas du tout pris en compte, en tout cas encore actuellement, dans les discours. Parce qu'on va, à contrario, par exemple, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, où ils ont commencé à mettre en place des politiques de quasi-gratuité des transports publics. En France, il y a encore une semaine, la SNCF a dit que d'ici 2023, on pourra payer nos billets en plusieurs fois. C'est ça la politique aujourd'hui des transports en France. Et effectivement, il y a tout un débat aussi à avoir autour des besoins et des usages, qui est important parce que pour moi, elle permet aussi de nous déporter d'un autre piège qui peut être celui de l'objet consommation. Pour moi, il y a un vrai débat politique à avoir, un vrai débat collectif à avoir autour des usages et des émissions. Pour moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut qui seraient l'ordre des émissions de luxe, et d'autres choses qui seraient l'ordre des émissions de subsistance. Et là-dessus, il y a un vrai débat à avoir. Qu'est-ce qu'on considère comme des émissions surnuméraires, des émissions vraiment de subsistance? Pour donner un exemple, pour les émissions de luxe, c'est vraiment dans le débat public depuis quelques mois. Le jet privé, par exemple, c'est vraiment il incarne très bien ça. Les émissions de subsistance, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, par exemple, je considère que un smicard qui travaille, qui habite en milieu rural, où il n'y a aucun transport public, où l'objet de prendre sa voiture pour aller travailler, pour gagner sa croûte ou pour aller accéder aux services publics, pour moi, prendre cette voiture-là, même si c'est une voiture diesel, je considère ça que c'est une émission de subsistance et qui peut être acceptable dans le monde actuel. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, il y a deux choses quand même à garder en tête sur la question de la sobriété. Bon, il y a plein de définitions. Pour moi, ça reste quand même une juste répartition des richesses en prenant compte des limites planétaires. C'est comme ça quelque chose, un des points cardinaux de la sobriété. Et la deuxième chose à avoir, c'est qu'elle doit commencer par le haut, par les gens qui émettent le plus ou qui sont les plus consommateurs, et non par le bas. Sobriété qui commence par le bas, ça s'appelle de la précarité ou de l'austérité, tout ça. Bonjour, c'est quand un article qui fait plouf et qui a un échec? Est-ce que c'est le nombre de lecteurs? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Est-ce que ça guide tout ou partie de votre travail? Et par ailleurs, je crois qu'il y a à peu près 200 000 abonnés à Mediapart. Est-ce que vous avez une idée de la rubrique écologie dans son ensemble? Est-ce que ça représente, par rapport à cet article de Mediapart, en termes de nombre de lecteurs et lectrices? Je vais commencer par la fin de ta question sur l'ampleur du lectorat qui s'intéresse aux questions écologiques. En fait, on a découvert avec surprise et bonheur, j'ai envie de dire, parce que pour nous c'est important aussi de savoir qu'on est lu et qu'il y a un intérêt pour tout notre travail. On a découvert en lançant une newsletter, en fait, quinzomadaire, l'année dernière, en fait, il y a un an précisément, qu'on avait un lectorat vraiment qui nous suit sur ces questions-là.
parce que cette newsletter a rencontré son public immédiatement. Là, un an après, on peut dire que le nombre de gens qui s'abonnent à cette newsletter continue d'augmenter. Alors, il y a une partie, la moitié de ces gens-là ne sont pas des abonnés de Mediapart. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont curieux de savoir ce qu'on fait sur l'écologie à Mediapart, sans forcément aller jusqu'au geste de s'abonner. Mais dans notre newsletter, il y a à chaque fois une sorte d'édito qui est en accès libre. Et qui donne un peu le ton de notre traitement de l'écologie. Et en fait, aujourd'hui, cette newsletter a 62 000 abonnés. C'est la newsletter thématique qui a le plus d'abonnés parmi toutes les newsletters thématiques que propose le journal. Et donc, on va continuer, évidemment, peut-être même l'enrichir de quelques contenus. Enfin, tout ça, c'est des discussions qu'on n'a pas encore eues entre nous, mais en tout cas, ça nous a permis de constater, parce que c'est vrai que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on travaille tous les trois, donc on n'avait pas forcément la visibilité. Et là, on se rend compte que cette newsletter nous a aidé aussi, quelque part, à nous positionner éditorialement, à donner une cohérence sur la quinzaine qui s'est écoulée. C'était quoi le fait majeur, c'est quoi l'actualité politique sur l'écologie de la quinzaine qui s'est écoulée, et c'est quoi, du coup, les articles qui remontent dans cette quinzaine. Et puis par ailleurs, on donne évidemment à lire aussi les papiers plus magazines, un peu plus froids, comme on dit dans notre jargon. En tout cas pour nous, c'est assez stimulant. Et puis bon, ça correspond de toute façon à des choses qui nous dépassent aussi. Effectivement, ces questions-là, elles intéressent de plus en plus de monde dans la société. Je me souviens plus du début de la question. Comme c'est moi qui utilise cette expression, je vais répondre. Un article qui fait plouf, donc un échec, quoi, ce qu'on va considérer, en tout cas dans un premier temps, comme un échec. Vous voyez bien, c'est un article dont personne ne vous parle, qui circule très peu, quand vous dites ce qu'il y a dans l'article. Et les gens découvrent, disent ah, d'accord, alors personne ne l'a lu. Bon. C'est très subjectif et très informel, hein, la perception qu'on peut avoir d'un truc qui est un peu un échec. En général, c'est lié au décalage qu'il y a eu entre le temps de travail que vous y avez investi et le peu de réaction. En fait, c'est plutôt ça le décalage. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est le lot commun. C'est-à-dire, on travaille quand même beaucoup. On peut le dire. On travaille vraiment beaucoup, et c'est vrai que moi, régulièrement, après coup, je me dis finalement, est-ce que, je sais pas, cette émission, cette enquête, ce reportage valait toutes les heures passées à préparer? Sans doute que non, et que, en tout cas, parfois c'est justifié, parfois beaucoup moins, et que, c'est vrai qu'on n'est pas très décroissant dans la quantité de travail qu'on fournit. Voilà, donc c'est un peu cette problématique-là. Donc parfois on est déçu, et en même temps, j'ai envie de dire, le grand avantage du numérique, ça c'est quand même un truc génial, c'est que notre travail, pour le coup, a une durée de vie très très longue. Et donc il arrive quand même assez souvent que quelque chose qu'on a fait à un moment, un reportage, une enquête, un entretien qu'on a fait, que voilà, tout le monde a oublié, qui d'un coup ressurgit. Alors parfois ressurgissent des choses qu'on ne préférerait pas voir ressurgir. Ça fait aussi partie du deal, quoi. Mais globalement, quand même, il y a cette espèce de filet de sécurité numérique qui, de ce point de vue-là, je trouve, est assez intéressant. Et c'est intéressant aussi au moment où Mediapart en est de son existence, c'est-à-dire là, avec quasiment 15 ans d'existence, il ne s'agit pas de dire du tout que tout a été dit et qu'il suffit de renvoyer à ce qu'on a déjà fait. Mais on a quand même un bon socle d'articles, de contenus, je déteste cette expression, mais de choses publiées sur Mediapart qui, je ne sais pas comment vous dire, mais sur lesquelles on sait qu'on peut s'appuyer. Donc par exemple, on essaie aussi de faire des articles plus courts, parce qu'on fait des articles très très longs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils sont vraiment très très longs, et en fait, moi je trouve souvent beaucoup trop longs. Et c'est
la plupart du temps par souci de pédagogie, en disant il faut qu'on puisse bien expliquer, il ne faut pas que ce soit excluant, mais au point que du coup la longueur est elle-même excluante, je pense. On a un truc qui n'est pas encore bien calé, et en fait, pouvoir comme ça, renvoyer aux choses qui ont été publiées précédemment, ça permet d'alléger. Ça permet aussi d'être plus, oui, par rapport à la question de tout à l'heure, sur comment on fait pour parler d'un problème systémique sans tout redire à chaque fois, ça permet d'être plus pointu, quoi, plus dans un angle plus serré, et en se disant, tant pis, il y a peut-être un petit peu plus de sous-entendus, mais on met un maximum de liens, et dans l'espoir d'être comme ça aussi plus punchy, quoi, voilà. Et enfin, nous, en fait, ça on dit à chaque fois, mais peut-être je peux le redire là, c'est qu'on n'a pas les chiffres on ne sait pas combien de personnes lisent nos articles. Ça, c'est un choix de Mediapart depuis le début, d'assumer qu'on est un journalisme de l'offre et non de la demande. Donc, on essaye, par nos conférences de rédaction, qui ont lieu tous les jours, tous les matins, on essaye, par la discussion collective, d'identifier quels sont les articles qu'il faudrait absolument publier aujourd'hui, qu'est-ce qui est absolument important, pertinent, etc., dans l'espoir que ça va répondre aux besoins de nos lectrices et nos lecteurs. Et que, en fait, bien souvent, on s'est rendu compte que c'est un peu l'histoire de Mediapart. C'est-à-dire que quelque chose qui, a priori, est considéré comme soit pas intéressant, soit destiné à échouer, en fait, peut au contraire devenir quelque chose d'important, parce que tout simplement, parfois il faut aller un peu, si on veut renverser un peu les idées reçues, il faut assumer que des sujets minoritaires sont légitimes dans un journal, même s'ils sont minoritaires, et puis à un moment ils sont beaucoup moins minoritaires. Vous voyez, c'est ce truc-là. Alors après, évidemment, il faut faire l'autre écueil, ce serait, en journalisme, ce qu'on dit, c'est un écueil, c'est de faire un journal que pour soi. Pour soi, pour ses sources, pour faire plaisir aux gens qu'on voit, qui vont dire « Ah, c'est vraiment génial, tout ce que tu as fait et tout ». Et en fait, ça ne concerne plus personne. Donc ça, c'est un autre tiraillement qu'on a. Et là, il n'y a pas de règles scientifiques, on tâtonne. Encore une fois, il y a des moments où ça marche, des moments où ça ne marche pas. Mais c'est pour vous donner un peu une idée du type de discussion qu'on peut avoir. Tout ça est très informel, subjectif, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt convaincue de l'avantage de ne pas avoir les chiffres de lecture de nos articles. Je trouve que ça nous laisse une plus grande liberté d'imagination, même si à des moments, on aimerait bien en savoir plus. Et même si, malgré tout, on voit bien de nous-mêmes les articles qui marchent beaucoup plus que les autres. Enfin, ça, on le perçoit très bien. Enfin, on le voit, en fait.